Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Leïla Soulier-Rocher. Leïla est nutritionniste et naturopathe animalière. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours et notamment son parcours alimentaire avec Opal et nous parle des tenants et aboutissants concernant la nutrition canine. Des différents types d'alimentation aux enjeux qu'ils comportent, en passant par les pièges à éviter, Leïla nous partage ses clés pour tenter de comprendre l'alimentation de nos chiens. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Leïla. Salut Leïla. Salut. Tu vas bien? Ouais, super. Toi aussi? Oui, très bien, merci beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré, je suis très contente. Ouais. Et moi c'est une première, donc je suis contente aussi. Trop cool. Et écoute, merci beaucoup d'avoir, j'ai pas envie de dire accepté mon invitation, puisque c'est toi qui t'es proposé pour venir témoigner dans le podcast. Donc je suis très très contente que tu te sois proposé. J'ai trop hâte d'enregistrer cet épisode. C'est un épisode c'était un thème qui revient souvent. Aujourd'hui, on va parler de nutrition canine. Donc je suis ravie, ça va être trop cool. Trop chouette. Bah ouais, moi aussi. On va commencer par les présentations. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites? Moi, c'est Leïla. Je suis nutritionniste et naturopathe pour les animaux. J'habite dans la Drôme. J'ai commencé mon métier passion parce que j'ai été beaucoup entourée d'animaux. J'ai des chevaux, j'ai un chien, un chat. Puis voilà, donc j'interviens dans mon secteur drômois et la partie sur Internet que je commence à développer sur notamment tout ce qui est formation en ligne, etc. Ok, trop cool. Et on va parler de la formation que tu as mis en place là, qui a l'air extrêmement intéressante. Question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux nous présenter ton chien? Oui. Du coup, ma chienne s'appelle Opal. C'est une petite border collie croisée qui est avec moi depuis, je dirais, 5 ans maintenant, quelque chose comme ça, qui vient d'un refuge. Elle avait à peu près 1 an et demi quand je l'ai adoptée. Donc, vu que c'est une chienne de refuge, là, je sais un peu... on ne sait pas exactement son âge exact, mais voilà. C'est une petite chienne de format moyen, toute gentille. Ça n'a pas toujours été facile, la vie avec les humains. Mais Ouais. maintenant, c'est très chouette. Ok, trop cool. Et du coup, est-ce que toi, tu as toujours grandi entouré d'animaux ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard? Comment ça s'est fait pour toi? J'ai grandi entourée de chevaux. Ouais. J'ai pas eu de chien à la maison avant très longtemps. Opal, c'est ma première chienne de ma vie d'adulte. Et après, j'ai eu de temps en temps l'occasion de grandir aussi avec des chiens, mais un peu moins, mais surtout avec les chevaux parce que ma maman était mordue d'équitation. Et du coup, j'ai eu la chance qu'elle adopte un cheval quand j'avais 4 ans. Et donc, depuis ce temps-là, on a des chevaux à la maison. C'est trop chouette. Ah, Et ouais. après, des chats aussi. J'ai grandi avec des chats. Ok, ça marche. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Tu nous as parlé de métier passion. Est-ce que c'est une reconversion? Est-ce que tu as toujours su que tu voulais travailler auprès des animaux? Est-ce que tu travailles spécifiquement avec le chien ou globalement sur un peu du multi-espèces? Comment ça se passe? Je pense que j'ai toujours voulu travailler avec les animaux. Ça a beaucoup changé. Enfin, voilà, entre quand j'étais enfant et maintenant, ça a pris plusieurs formes. J'ai évidemment voulu être vétérinaire comme un paquet de petites filles qui aiment les animaux. Comme 80% des gens qui sont passés sur ce podcast, en tout cas. J'ai voulu également dresser des animaux pour le cinéma, donc rien à voir. Ok. Mais voilà, les animaux, c'était sûr. Ce que je voulais en faire, ça s'est profilé au fil du temps. Et en fait, du coup, j'ai fait toutes mes études dans cette orientation-là. Donc, j'ai fait au départ un bac S pour devenir vétérinaire. Vraiment, j'y tenais. Ok. Et scolairement, c'était un peu difficile pour moi. C'était pas très adapté à comment je fonctionnais
Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire parce que c'était des études qui sont quand même assez longues. Et du coup, je me suis orientée sur un BTS production animale, ça s'appelle. C'est pour être technicienne d'élevage. Donc, moi, j'avais pris une spécialisation en équin, grande surprise. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir conseiller des éleveurs, donc équins et autres, parce que du coup, il y avait aussi toute une partie pour les animaux d'élevage, donc que ce soit des vaches, etc., des brebis, etc. Et du coup, c'était de pouvoir les conseiller en nutrition, reproduction, génétique, enfin voilà, des choses auxquelles je ne touche plus du tout maintenant. Ok. Notamment, voilà, tout ce qui est génétique, reproduction, etc., c'est des choses que je ne fais pas. Mais par contre, ça m'a permis d'avoir des bonnes bases en nutrition. Et entre-temps, j'ai eu un cheval, enfin un poulain qui est tombé très malade. Et en fait, ça m'a ouvert à, comment dire, ça m'a ouvert à d'autres possibilités, notamment aux soins par les plantes pour les animaux, qui était mon ouverture de base, et aussi au lien avec la nutrition pour la santé. Donc, encore une fois, cette ouverture par le monde du cheval. Et en fait, quand j'ai adopté Opal, bah, forcément, ça m'a amené à me renseigner aussi pour les carnivores domestiques. Et Ouais. du coup, à la suite de ça, je me suis dit, bah, je vais faire une formation de naturopathie animale, donc avec une spécialisation en chien, chat, chevaux. Ok. Donc, mon domaine d'action est principalement sur ces 3 espèces, même si j'ai été formée à savoir comment on nourrit une chèvre. Je travaille peu avec des chèvres. Ok. Et du coup, tu Voilà. as enchaîné ça à la suite de ton BTS ou tu as quand même travaillé quelques années dans le domaine finalement assez spécifique là que tu as amené ton BTS? Et ben non, en fait, j'ai enchaîné directement après là-dessus parce que les débouchés du BTS, à part certains cas particuliers, c'était beaucoup de la formulation d'aliments pour les animaux d'élevage. Ok. Ça prenait une forme qui n'était pas très parlante pour moi parce qu'on était quand même dans un fonctionnement assez industriel, etc. Ouais, c'est ça. Ça m'a donné des bases théoriques qui étaient très intéressantes, mais ce que je pouvais en faire, c'était pas spécialement raccord avec là où moi j'en étais. Hmm. Et du coup, j'ai fait cette formation dans la foulée de naturopathie animale. Et donc, ça m'a ouvert plein de choses. Ça m'a aussi donné quelques billes en nutrition et que j'ai vraiment envie d'explorer plus profondément. Et donc, j'ai suivi ces formations-là par d'autres formations, notamment en nutrition canine, parce que enfin, voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait. J'ai moi-même cherché comment nourrir mon chien comme il faut, parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, en fait, il faut que je me forme, quoi. C'est pas, c'est pas si simple que ça. Et en fait, en prenant des infos à droite, à gauche, il y avait beaucoup de choses qui se contredisaient. J'avais besoin d'une base voilà, pour vraiment partir dans le bon sens. Ok. Enfin, c'est intéressant parce que ton parcours, il est ultra cohérent, c'est-à-dire que tu es rentré par un domaine assez vaste qui sont les animaux et en l'occurrence les chevaux. Puis tu es allé sur la nutrition qui t'a amené à la naturopathie et puis tu es retourné un peu plus sur la C'est ça. nutrition. Du coup, aujourd'hui, tu as vraiment ces deux casquettes de naturopathe et de nutritionniste. Alors, j'imagine qu'en naturopathie, on parle quand même beaucoup d'alimentation. Oui. En tout cas, de ce que j'en connais. J'avais fait un épisode d'ailleurs sur la naturopathie que je pourrais mettre en barre d'infos si vous voulez aller l'écouter. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu articules un peu ces activités? Qu'est-ce que tu fais dans la naturopathie? Parce que je sais que ça englobe Oui. beaucoup de choses, la naturopathie. En fait, du coup, là, la façon que j'ai de faire, c'est accompagner des gens qui ont soit une problématique avec leur animal, soit un désir de vérifier que tout est en ordre et qu'ils font comme il faut. Ouais. Mais du coup, j'essaie d'avoir toujours cette approche globale, c'est-à-dire que je m'occupe de toute façon de la nutrition de l'animal parce que j'estime que c'est un des piliers du bien-être et de la santé et qu'on peut donner ce qu'on veut sous la forme qu'on veut. Si l'animal n'a pas une base de nutrition correcte, il y a peu de chances que ça aille mieux. Je fais donc du conseil dans le sens où je vais reprendre toutes les infos de l'animal, que ce soit comment il est suivi, est-ce qu'il y a des problèmes de santé, qu'est-ce qu'il mange, son tempérament, est-ce que pour un chat, est-ce qu'il a des soucis de comportement, est-ce que la personne est encadrée par rapport à ça, qu'est-ce que ont apporté les différents pros qui entourent le chien, pour vraiment avoir une compréhension un peu générale de ce qui se passe pour le chien. Ouais. Et ensuite, j'essaye de mettre en lumière là où il peut y avoir des couacs. En fait, je pars du principe on connaît tous cette expression «la goutte d'eau qui fait déborder le vase». Je pars du principe qu'on a comme, enfin le chien, il va avoir une capacité à traiter les informations, les petits problèmes, les petits déséquilibres et cetera.
mais que s'il y en a trop, sa coupe va se remplir et jusqu'à la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, on a une pathologie. Et du coup, moi, mon idée, c'est de me dire, je vais repérer là où il y a des gouttes d'eau qui tombent dans le vase pour voir lesquelles on peut éliminer, sur lesquelles on a du pouvoir, pour que s'il y en a une qu'on n'a pas vu venir, ça fasse pas exploser le truc et déborder le vase, en gros. Ok. Et du coup, j'essaie de repérer chaque endroit où on peut avoir du pouvoir pour améliorer le bien-être, la santé, les conditions de vie, etc. Donc, ça passe beaucoup et très souvent par la nutrition. Et une fois que j'ai réglé, que j'ai accompagné la personne à régler ces choses-là, si besoin, je propose des accompagnements par les plantes. Donc, en fonction de s'il y a des pathologies, etc., c'est en accord avec le protocole du vétérinaire, etc. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir permettre au corps du chien de revenir à l'équilibre. Ok. C'est qu'il garde cette capacité à s'autoréguler et donc de l'accompagner là-dedans, de lui donner toutes les clés pour qu'il puisse être autonome dans sa santé. Voilà. Ok. J'aime beaucoup cette image de la goutte d'eau qui fait déborder le vase et de comment est-ce qu'on limite qu'il y ait trop de gouttes d'eau qui tombent. Ouais, c'est ça. Ça me parle beaucoup, j'aime beaucoup cette approche. Ok, oui, trop cool. Il y a plein de gouttes d'eau en fait qu'on ne peut pas contrôler. Donc, si on arrive déjà à identifier celles qu'on peut contrôler, on permet un peu de s'assurer que le vase ne se remplisse pas trop. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Si je prends l'exemple de ma chienne qui a un tempérament assez anxieux, même si on travaille là-dessus, il y a ce fond d'anxiété qui fait qu'elle a des choses, des petites problématiques qui découlent de ça. Et ça, je n'ai pas autant de pouvoir que je voudrais là-dessus. Par contre, je peux l'accompagner d'autres manières pour éviter le remplissage du vase. Ouais, ok. C'est trop intéressant. Donc, tu as enchaîné avec ta formation de naturopathie. Est-ce que tu as fait aussi des formations en nutrition, du coup, j'imagine, par la suite? Ouais, tout à fait. Du coup, ma formation de naturopathie, il y avait quelques bases de nutrition dedans, mais j'avais encore soif d'apprendre. Et du coup, j'ai fait une formation en BARF avec une approche nutritionnelle. Donc, c'est l'alimentation crue pour les chiens et chats. Je m'étais déjà renseignée sur tout ce qui est pré-modèle, etc., tout ce qu'on voit classiquement. Et moi, j'ai eu envie de vraiment comprendre pourquoi on ne ferait pas comme ci, pourquoi on fait comme ça. C'est un peu ma façon de fonctionner. Et du coup, j'ai bien aimé cette approche scientifique et nutritionnelle pour la lecture du BARF, qui m'a apporté beaucoup de choses. Et j'ai poursuivi avec une formation, la formation de Charlotte Deveau, qui est vétérinaire spécialisée en nutrition. Qui a un podcast, je crois. Oui, elle a également un podcast, ouais. Et c'était une formation qui était super riche, où donc là, c'était assez axé sur l'alimentation industrielle, même si on parlait aussi un petit peu des enjeux du BARF et de la ration ménagère. Et en fait, ça a fini de m'apporter les billes de compréhension qui me manquaient pour pouvoir... j'avais vraiment besoin de comprendre pourquoi on fait les choses, pourquoi on ne les fait pas, pourquoi il y en a qui pensent comme ça et pourquoi il y en a qui pensent comme ci, parce qu'il y a énormément de choses qui viennent se contredire. Ouais. Et j'avais besoin d'avoir un peu toutes les informations et toutes les visions qui m'étaient présentées pour moi faire des choix qui me paraissaient cohérents pour la santé des chiens que j'accompagnais. Oui, c'est vrai que souvent, en tant qu'humain de chien, c'est un peu la première question qu'on se pose, l'alimentation. En tout cas, une des premières questions qui nous arrive de qu'est-ce qu'on va choisir, vers quoi est-ce qu'on va s'orienter. Généralement, il y a déjà un petit truc qui est un peu prédéfini par ce qu'a fait l'élevage avec le chiot qui nous arrive. Mais après, c'est vrai que quand on veut sortir un peu de ça et qu'on se questionne à qu'est-ce qu'on va donner de mieux, là, c'est un peu le grand vide. Oui, carrément. C'est vrai que moi, c'est aussi ça qui m'a fait rentrer dans la nutrition. C'est vraiment la question de qu'est-ce que je vais pouvoir donner à manger à mon chien. Ouais. Parce que j'avais à cœur de faire les choses correctement. J'avais appris avec mon expérience avec les chevaux que parfois ce qu'on nous proposait de manière classique, il y avait d'autres façons de faire et on pouvait aller regarder d'autres méthodes. Et du coup, j'étais déjà dans cette recherche de il doit y avoir plein de façons de faire et maintenant, il faut que je fasse le tri, quoi. Ouais. Et je me suis retrouvée avec une louloute qui était tellement terrorisée qu'elle était incapable de manger quoi que ce soit. Et du coup, j'ai galéré à la faire manger et je lui ai donné des trucs que je ne recommanderais à personne, mais qui marchaient pour elle à ce moment-là. Et des fois, il faut juste s'adapter, quoi. Ouais, c'est clair. Ok, trop cool. Peut-être que tu pourras nous parler aussi du parcours alimentaire de ta chienne. Ça peut être peut-être intéressant. Sans vraiment rentrer dans les détails, mais voilà, ça peut être cool. Ok.
Alors, tu nous as pas mal décrit là ton métier et ton activité aujourd'hui, mais est-ce que tu pourrais mettre une définition? Donc aujourd'hui, on va plutôt se centrer sur la nutrition plus que sur la naturopathie, même si l'un communique avec l'autre. Mais comment est-ce que tu pourrais nous définir la nutrition canine avec tes mots? Je dirais que pour moi, la nutrition canine, c'est s'assurer que on donne au chien les bons outils pour que son corps fonctionne. C'est-à-dire que voilà, c'est une façon de s'assurer qu'il ait tous les nutriments qu'il faut pour que tous les mécanismes de son corps puissent marcher de manière normale et du coup assurer qu'il soit capable de faire face à ce à quoi il va avoir besoin de faire face dans sa vie et qu'il ne soit pas du coup douloureux ou mal ou etc. à chaque petit imprévu, que la vie est faite de beaucoup d'imprévus. Mmh. Et du coup, moi, mon approche par rapport à ça, c'est vraiment de me dire, il y a l'aspect scientifique, donc quels sont les besoins nutritionnels de mon chien et également l'aspect physiologique et même, je dirais, éthologique de qu'est-ce que mon chien est censé recevoir comme nourriture, quels sont ses comportements alimentaires. Et en fait, une fois qu'on mélange tout ça, je trouve qu'on trouve un truc assez équilibré. En rajoutant à ça aussi comment moi, humain, je peux répondre à ces besoins-là, qu'est-ce qui est possible pour moi de faire, qu'est-ce qui est dans mon budget, est-ce que j'ai le temps, etc. Donc, il y a plein de questionnements autour de ça, mais du coup, prendre en compte tous les facteurs, donc que ce soit voilà, les facteurs purement scientifiques, les facteurs comportementaux, humains, sanitaires, voilà, pour pouvoir assurer à son chien d'avoir toutes les bonnes billes pour traiter les infos et que son corps fonctionne. Ok, très bien. C'est trop chouette comme définition. Parfait, c'est hyper complet. Peut-être qu'on pourrait s'arrêter sur les différents types d'alimentation aujourd'hui qui existent. Alors bon, généralement, la croquette, c'est le truc le plus répandu et qu'on connaît le plus, mais est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu et nous parler aussi des autres types d'alimentation qui peuvent exister pour nourrir son chien? Alors, du coup, on a effectivement tout ce qui va être alimentation industrielle, qui est, je pense, ce que la plupart des chiens mangent. Donc, je dis alimentation industrielle pour regrouper les croquettes et les pâtés, sachant que souvent, pour les chiens, on donne des croquettes. Ouais. La pâtée, ça se fait, mais c'est vraiment courant que chez le chat, par exemple. Oui. Donc, il y a cet axe-là. Donc, l'aliment industriel, c'est un aliment qui est globalement assez facile à conserver, qui est assez peu cher parce qu'il est produit en quantité industrielle, c'est le principe. Et voilà. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est alimentation fraîche ou alimentation maison. Donc là, pareil, il y a plein de façons de faire. On a donc tout ce qui est tout ce qui est bar. Et encore dans cette catégorie du bar, il y a plein de méthodes différentes. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est ration ménagère. Et dans les rations ménagères, il y a également des méthodes différentes pour nourrir son chien. Okay. Mais voilà, il y a quand même ces deux gros axes, alimentation industrielle déjà prête et alimentation fraîche. Ok. Est-ce que peut-être pour les néophytes là, qui écouteraient cet épisode, pour qui barf et ration ménagère sont un petit peu du charabia, est-ce que tu pourrais nous définir un peu ce que c'est que ces deux termes? Alors, le barf, c'est comme ça qu'on appelle le fait d'alimenter, pardon. C'est comme ça qu'on appelle le fait d'alimenter son chien avec de la viande crue en grande majorité. Donc, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, mais l'idée, c'est de reproduire ce que le chien serait censé manger à l'état sauvage, entre guillemets. Donc, ça serait certains axes parlent de proie entière, reconstituer ce qu'il y aurait dans une proie entière. Voilà, il y a plein de façons de voir les choses, mais en gros, c'est le fait de donner une base de viande crue avec quelques ajouts pour équilibrer la ration. Et la ration ménagère, ça va être une gamelle qu'on pourrait presque manger. Parce qu'il y a cette base de viande, généralement cuite, mais aussi souvent un féculent, des légumes, des huiles, des compléments alimentaires. Ça ressemble plus à une assiette qu'on consommerait nous. L'idée, c'est toujours de donner généralement de l'alimentation faite maison, fraîche, avec des protéines de qualité. On peut contrôler les ingrédients.
Mais ça se rapprocherait plus d'un repas équilibré pour nous, entre guillemets, même si c'est assez costaud en protéines. Ça a une allure plutôt plus appétissante que le bar, disons. Oui. Ok, ça marche. Ok. Alors, du coup, généralement, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on choisit entre, on va dire, un peu ces 3-4 grandes catégories de types d'alimentation. Comment est-ce qu'on est censé choisir? Comment est-ce qu'on s'y retrouve? Peut-être que tu peux nous parler aussi de toi, le cheminement que tu as suivi avec ton chien, et je pourrais en témoigner aussi si besoin. Oui. Pour moi, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. J'en parlais déjà un peu tout à l'heure, mais il y a des facteurs qui sont propres au chien et propres à son humain. Je pense qu'il y a des questions qu'on peut se poser pour essayer de faire un peu le tri, notamment quel est mon budget? Parce que ça paraît un peu bête comme ça quand on parle de bien-être animal, etc. Mais finalement, ça rentre en ligne de compte parce que toutes les façons de nourrir son chien n'ont pas du tout le même budget. Et donc, c'est pas, enfin, voilà, ça ne sera pas adapté à toutes les bourses ou alors quelles concessions je suis prête à faire pour pouvoir mettre en place tel ou tel type d'alimentation pour mon chien. Il y a aussi le facteur temps. Est-ce que j'ai du temps à consacrer à l'alimentation de mon chien? Est-ce que ça me fait plaisir de consacrer du temps à l'alimentation de mon chien? Parce que, comme j'en témoignerai aussi tout à l'heure, ça peut avoir l'air très, très chouette sur le papier. Et en fait, une fois qu'on y est, c'est une charge mentale et une charge de travail qui est pas toujours plaisante, en fait, et c'est OK. Et ensuite, est-ce que mon chien a éventuellement des pathologies à prendre en compte? Ça peut aussi donner des indications sur le type d'alimentation qu'on va choisir. Est-ce que mon chien est un chien adulte? Parce que c'est pas toujours évident de nourrir avec de la ration fraîche, en tout cas sans accompagnement, je le recommande pas du tout, un chiot ou une chienne gestante ou allaitante. Et est-ce que moi j'ai des attentes? Parce qu'il y a aussi ça, souvent on oublie de se regarder un peu droit dans les yeux. Il y a des gens qui ont des attentes par rapport à l'alimentation de leur chien. Moi, une de mes attentes, ça a été longtemps que mon chien mange comme il ferait dans la nature. Ça a été une de mes attentes. Ouais. Ça ne l'est plus maintenant. Ça peut être une attente, ça pourrait être mon chien ne doit pas manger de céréales. Voilà, je pense que c'est important de prendre en compte toutes ces choses-là pour pouvoir cibler. Et ensuite, une fois qu'on a fait un peu le tri là-dedans et qu'on a senti ses besoins et les besoins de son chien, on peut ensuite voir est-ce que la manière dont je vais mener mon alimentation a besoin d'être accompagnée par un professionnel. Parce que, à mon sens, c'est assez difficile, notamment sur des rations faites maison, de formuler tout seul. Ça demande soit beaucoup de se renseigner. C'est au risque de pouvoir faire potentiellement des bêtises. On parle quand même d'un chien à qui on va donner une gamelle. C'est-à-dire que là où nous, on arrive un peu à rééquilibrer notre alimentation en mangeant à droite à gauche, même si on n'a pas mangé équilibré à midi, le soir, hop, on mange autre chose. En fait, le chien, il va manger ce qu'on lui donne. Et puis, très généralement, quand il va trouver de lui-même quelque chose à manger, on va lui dire « Oh non, mange pas ça ». Donc, en fait, tout ce qui va rentrer dans son corps, en théorie, c'est nous qui l'avons contrôlé. Et si on s'est planté, il n'y a que ça pour lui. Qui est un peu moins le cas avec les chats, où s'ils vont dehors, ils ont un peu l'occasion de chasser, etc. Même si ça n'empêche pas qu'il faut qu'ils aient une ration équilibrée. Le chien, généralement, la seule chose qu'il va manger, c'est sa gamelle. Ouais. C'est intéressant ce truc-là que tu dis, effectivement, tout ce qui rentre dans le corps de notre chien, on le contrôle. Ouais. C'est vrai que j'avais jamais percuté ça, en fait. Mais c'est vrai que c'est très, très vrai. On est tout le temps... Et puis, c'est souvent un sujet qui stresse énormément les gens. En tout cas, moi, je le vois, surtout avec les chiots, etc., qui ont tendance à essayer de ramasser des trucs dans la rue, etc., etc. C'est un vrai sujet de stress pour beaucoup de personnes qu'ils ne mangent un truc qui ne soit pas digeste. Pour autant... des fois, on accepte aussi que notre chien ait une alimentation franchement très bof pendant des mois et des mois, alors que peut-être qu'il aurait mangé ce bout de sandwich qu'il a trouvé. Ça lui aurait pas fait forcément ça lui aurait fait plaisir, en tout cas, c'est sûr. Mais ça aurait pas été aussi grave, on va dire, parfois. Ouais, et puis c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux, en fait, où c'est aussi contraignant pour eux, ce qu'on contrôle. Parce que je parle, du coup, moi, forcément, avec les chevaux. En fait, si le cheval, il est en prairie, il va sélectionner lui-même les végétaux qu'il veut manger. Le chat, généralement, il a un accès à l'extérieur, donc il a potentiellement l'occasion de manger d'autres trucs que ce qu'on lui propose. Et le chien, comme tu dis, on n'a pas envie qu'il mange n'importe quoi, qu'il puisse éventuellement s'empoisonner, etc. Et du coup, il n'a pas le choix.
Du coup, je pense que c'est du coup de notre devoir de lui proposer quelque chose qui corresponde à ses besoins nutritionnels. Carrément. Pour continuer du coup sur le choix de l'alimentation de son chien, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc, tu nous as cité un peu comment est-ce qu'on s'oriente en gros entre alimentation industrielle ou alimentation plutôt faite maison. Mais même à l'intérieur de ça, en fait, comment est-ce qu'on s'y retrouve? Je crois que tu as mis en place des formations aussi pour aider les particuliers là-dedans. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et ben, du coup, là, j'ai effectivement sorti une formation. En fait, c'était une formation que j'animais déjà en présentiel dans mon secteur, que Ouais. j'ai passée en format en ligne pour pouvoir en faire profiter plus de personnes. En fait, c'est l'objectif de cette formation, c'est de permettre aux propriétaires de chiens de ne plus rester bloqués devant le rayon croquettes sans savoir quoi choisir. Donc là, elle est assez orientée sur l'alimentation industrielle, sachant que j'ai pour projet de faire une ouverture pour l'alimentation fraîche, donc le BARF et la ration ménagère. Mais j'ai choisi d'abord cette approche en alimentation industrielle parce que ça concerne une grande partie des chiens. D'ailleurs, on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont à la ration fraîche qui retombent sur les croquettes après. Du coup, je trouvais ça pertinent comme noyau central parce qu'il y a plein de raisons qui font que la ration ménagère et la ration fraîche, c'est pas évident à tenir dans le temps et il y a des moments de vie qui sont pas adaptés à ça. Voilà, donc l'objectif, c'était vraiment ça, se faciliter, enfin, plutôt donner un accès aux propriétaires de chiens pour comprendre et pouvoir faire des choix éclairés en ce qui concerne l'alimentation de leurs chiens et notamment en ce qui concerne le choix des croquettes, plus précisément dans cette formation. Ouais. Ouais, là, on parle ici en fait, de la lecture des étiquettes, hein, tout bonnement, de la décomposition et des constituants analytiques, c'est comme ça Ouais, qu'on les appelle, c'est ça. des valeurs nutritionnelles qu'on retrouve dans les croquettes. Ouais. Mais effectivement, c'est vrai que... Alors, moi, personnellement, l'alimentation, ça a toujours été un sujet pour moi dans ma vie. Déjà, pour moi, avant même d'avoir des chiens, j'ai toujours eu beaucoup d'attention là-dessus. Donc, évidemment, quand mes chiens sont arrivés, quand Charlie, en tout cas, est arrivé, ça a été une grosse question. Mais c'est vrai que on peut largement entendre que si on ne s'est jamais vraiment penché sur cette question-là, ça paraît extrêmement difficile, quoi, Bah oui, bien sûr. de s'y retrouver là-dedans. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont à prendre en compte et en fait, les rayons, mais c'est un peu pareil que pour l'alimentation humaine, hein, les rayons sont démesurés. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choix qu'on se dit: «Mais pourquoi je ferais ce choix plutôt qu'un autre?» et en fait, c'est à s'y perdre, quoi. Et effectivement, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte et notamment, la compréhension de voilà, la digestion du chien. Quels sont les nutriments? Quels sont les besoins du chien en nutriments? Quelle quantité je dois donner? Est-ce que mon chien est plutôt gourmand? Est-ce que mon chien est plutôt fine bouche? Il y a plein de facteurs à prendre en compte qui permettent de s'orienter. Ça va être également effectivement la lecture d'étiquettes qui est hyper importante. Il va falloir la nommer entre les enjeux du marketing pour réussir à lire à travers les lignes et faire un choix qui ne soit pas orienté par ces jolies couleurs et ces jolis termes qu'on retrouve dans le marketing. Trouver quelque chose voilà, qui a un rapport qualité-prix correct parce qu'il y a aussi des croquettes qui coûtent très, très, très cher et finalement qui sont pas bien mieux que d'autres qui coûtent vachement moins cher. Il y en a qui coûtent cher pour quelque chose, il y en a qui coûtent pas cher et qu'en fait elles sont bien. Enfin voilà, il y a plein de facteurs à prendre en compte pour pouvoir faire un choix éclairé, quoi. Ouais. Ce qu'on entend là, donc j'ai très très hâte de découvrir cette formation-là que tu as mis en place, vraiment parce que en plus je suis en plein dans le sujet, on pourra en parler. Mais au-delà de ça, et moi j'ai toujours plutôt eu cette démarche-là, et globalement c'est un peu la ligne générale du podcast, on en revient un peu toujours à ça, mais se faire accompagner par un professionnel sur ces sujets aussi importants que l'alimentation, parce que effectivement c'est le premier truc sur lequel on a du pouvoir, du contrôle et qu'on va donner à notre chien et dont notre chien dépend totalement, en fait. Donc, effectivement, se faire accompagner par un professionnel pour pouvoir être au mieux orienté, je trouve ça vraiment primordial et très sous-estimé. Je pense que on va encore s'attirer peut-être les foudres des vétérinaires, j'en sais rien. Non, l'idée, c'est vraiment pas ça. Mais c'est vrai que souvent, tout ce qui concerne la santé et l'état physique du chien, on s'en réfère au vétérinaire. Sans forcément penser au nutritionniste qui aura peut-être d'autres connaissances et un autre regard peut-être qui peut être différent et tout aussi intéressant.
pour traiter cette question-là. C'est quoi ton avis là-dessus? Tout en gardant quand même comme leitmotiv que, évidemment, que l'avis vétérinaire est très important et à prendre en compte. Hein, mais Oui, bien sûr. En fait, les vétérinaires sont en théorie formés à la nutrition. Et voilà, normalement, c'est les premiers interlocuteurs en termes de nutrition canine. Le fait est que parfois, il y a des vétérinaires qui sont moins bien renseignés que d'autres. Et il y a même des vétérinaires qui redirigent eux-mêmes, notamment sur tout ce qui est ration ménagère. Ça arrive assez régulièrement où en fait, ils connaissent le principe, ils pensent que c'est une bonne chose, mais en fait, ils manquent de connaissances techniques là-dedans et du coup, ils redirigent vers des personnes qui font du conseil en nutrition. Je pense que dans tous les cas, parler de ce que mange son chien à son vétérinaire, c'est pertinent parce que c'est le premier interlocuteur en termes de santé. Donc, si on fait un changement, etc., c'est bien de le tenir au courant. Ça peut être intéressant d'avoir ses avis parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent en nutrition sont mal formées ou alors pas suffisamment, en tout cas, qui peuvent avoir des façons de conseiller les gens qui ne sont pas basées sur des faits scientifiques et du coup qui peuvent au final être très bien pour certains chiens parce que ça va passer pour eux et en fait poser problème à d'autres chiens. Donc, je pense que c'est important à chaque fois de venir contrôler. Moi, l'objectif, c'était vraiment de me dire, si les gens ont envie de faciliter, entre guillemets, ils peuvent se payer le service d'être conseillés. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne des gens au cas par cas. En fait, ils vont me donner... on va observer ce qui se passe pour leur chien et au bout du compte, ils auront quelques croquettes sélectionnées qui répondent aux besoins de leur chien. Et après, l'idée, c'était de me dire, moi, personnellement, en tant que cliente pour mes animaux, j'adore apprendre. Et ça m'embête qu'on me donne les choses tout crues. Et je me suis dit, il y a probablement des gens qui sont comme moi. Et du coup, je me suis dit, il y en a qui auront envie de comprendre pourquoi on fait comme ça. Et du coup, c'était vraiment l'objectif de la formation. Et je pense qu'une fois qu'on a compris, on peut effectivement mieux dialoguer avec son vétérinaire et justement avoir une compréhension de aussi son point de vue qui serait plus pertinente pour pouvoir en fait bosser main dans la main parce que l'objectif final c'est que le chien soit en bonne santé et une alimentation qui répond à ses besoins et qui soit confortable pour lui. Ok, c'est super clair, donc trop cool. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Tu en as parlé un petit peu, notamment sur la partie un peu marketing. C'est vrai qu'aujourd'hui, et on le voit, hein, beaucoup de marques de croquettes se positionnent. C'est vraiment des géants, c'est des grosses boîtes qui sont derrière. Donc souvent, il y a quand même des grosses choses, des gros enjeux qui se trament derrière tout ça. Est-ce que tu as identifié un peu des grands pièges à éviter là-dessus quand on réfléchit à la question et qu'on réfléchit au choix qu'on va faire pour son chien? Pour moi, il y a effectivement des pièges à éviter. Je trouve que le plus gros piège de la nutrition, c'est les idées reçues. C'est-à-dire que moi, j'aime bien aller au-delà quand je vois qu'il y a des pro-ceci, des anti-cela. Je me dis, il y a un truc derrière. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup ceux qui sont en train de dire que le cru, c'est la seule bonne façon d'alimenter son chien. La ration faite maison, c'est comme ça qu'il faut faire. Le cru, c'est toxique pour son chien. Les céréales, il faut les éviter à tout prix. Les céréales, c'est très bien pour son chien. Les croquettes sans céréales font des problèmes. En fait, on entend un truc et son contraire. Ouais. Et pour moi, il y a toujours un truc à creuser quand il y a deux sons de cloche aussi différents. C'est qu'il y a un truc à creuser. Et ce que j'aime bien avec l'approche scientifique de la nutrition, c'est qu'elle permet de comprendre le fond de la question et ensuite de comprendre aussi pourquoi il y en a qui ont tiré telle conclusion et d'autres une autre conclusion sur le même fait. Et en fait, je pense que ça peut être intéressant et pertinent pour son chien de ne pas s'enfermer dans une façon de penser. Notamment, je parle du grand débat céréales sans céréales. Je pense qu'il y a du bon dans les deux, en fait. Et si tu t'enfermes dans l'idée qu'il faut absolument des croquettes sans céréales, tu vas peut-être pas voir là où, en fait, ta croquette sans céréales, elle n'est pas adaptée. Ça ne veut pas dire que toutes les croquettes sans céréales ne sont pas adaptées, mais des fois, celle que tu auras choisie, elle ne sera pas adaptée à ton chien.
Et une avec céréales aurait été mieux adaptée. Ça ne veut pas dire qu'elle aurait été meilleure. En fait, il y a pas. En fait, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de meilleure façon. Il n'y a pas la meilleure croquette. Il n'y a pas la meilleure marque. Il y a pas. Pour moi, c'est en fait toute une histoire de nuances et de voilà ses besoins, les besoins de mon chien, ce que j'ai envie pour lui, ce qu'il est possible de faire pour moi. Enfin voilà, c'est vraiment c'est pas aussi simple. Souvent on me demande mais c'est quoi la meilleure marque de croquettes? Je n'ai aucune réponse à cette question. Je travaille avec à peu près 90 références de croquettes. Les croquettes que je donne à Opal ne sont pas les meilleures croquettes du monde. Ce sont les meilleures croquettes pour moi parce que je les ai à un prix imbattable, que ma chienne les tolère très bien et qu'elles répondent à ses besoins nutritionnels. Elles ont plein de défauts, mes croquettes, mais mon chien les tolère très bien. Ouais. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment pas rester dans une façon de penser et aller au-delà des idées reçues. Ouais. Oui, c'est ça. Et effectivement, et puis je pense qu'il y a une vraie... Enfin voilà, comme d'habitude et comme sur tous les sujets, tout est dans la nuance. Mais effectivement, c'est un peu le truc qu'on entend sur la nutrition. Il y a énormément d'idées reçues et ça tourne beaucoup autour de ce que tu as cité là. Et je pense que quand on s'informe et qu'on cherche à bien faire, on peut vite tomber dans tout ça, en fait, dans se dire, OK, les croquettes, jamais de la vie, j'en donnerai à mon chien. Je veux que mon chien soit que nourri au barf. Et j'ai pu, moi aussi, être un peu dans ce mood-là à un moment donné. Et puis, finalement, se questionner et arriver à d'autres points de vue. Est-ce que tu peux, du coup, nous raconter un peu le parcours alimentaire, toi, que tu as suivi avec ta chienne? Ouais, et bah, du coup, Opal, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle vient d'un refuge. Je l'ai récupérée très traumatisée. En fait, au départ, elle était en famille d'accueil avec moi. J'ai compris à peu près au bout de 3 jours qu'elle ne repartirait plus jamais de la maison parce que je suis tombée folle en amour de cette chienne et voilà, c'était impossible pour moi d'imaginer ma vie sans elle très rapidement. Et en fait, elle est arrivée très amaigrie, très apeurée parce qu'elle avait vécu des trucs pas chouettes. Je pense aussi que les border collies sont assez sensibles et qu'en fait, les choses sont un peu démultipliées pour eux. Et en fait, elle pesait seulement 11 kilos. Aujourd'hui, à son poids de forme, elle en fait 15. En ce moment, elle en fait plus 16, je dirais. Mais en théorie, elle devrait faire 15 kilos. Donc, elle était quand même vraiment très amaigrie. Et ça a été challengeant de la faire manger parce qu'elle avait très, très peur de moi. Donc, ça veut dire que tout ce que je lui proposais, elle était tellement dissociée et figée que c'était impossible pour elle de s'alimenter. Elle n'arrivait même pas à faire ses besoins devant moi. Donc, pour dire un peu l'état de détresse dans laquelle elle était. Et donc, j'ai commencé avec toutes mes bonnes idées et ma bonne volonté à vouloir donner des trucs de super qualité qui, parfois, ont tendance à être moins appétants. Donc là, j'avais tout faux. En fait, ça pouvait pas passer pour Opal dans un premier temps. Et du coup, le seul truc qui marchait pour elle, c'était de réhydrater les croquettes entrée de gamme de supermarché bien plein d'additifs et de goût en plus. Avec de la pâtée très, très entrée de gamme aussi. Et de partir de chez moi le temps qu'elle arrive à s'alimenter. Donc, il fallait que je parte au moins 3 heures à ce moment-là pour qu'elle puisse comprendre que je suis plus là, que ça va, je suis en sécurité, je peux manger un peu, etc. Du coup, ça a été vraiment le challenge de lui faire reprendre du poids parce qu'elle continuait d'en perdre. En fait, c'est ça qui était un peu affolant au départ, c'est que elle se sous-alimentait encore. Donc, elle avait été dénutrie de par sa façon de vivre avant que je connais pas exactement. Et elle était encore sous-alimentée avec moi. Une fois qu'on a passé cette période, j'ai pu repartir sur des aliments qui me semblaient être de meilleure qualité. Maintenant, avec le recul et les formations, je me rends compte que c'était pas incroyable, mais j'essayais de faire bien. Et ensuite, j'ai voulu la passer au bar parce que c'est ce qui me paraissait à ce moment-là le plus adapté et le plus... en fait, j'avais vraiment ce désir d'offrir à ma chienne la vie qu'elle aurait jamais pu avoir avant. Je pense qu'il y avait ça aussi qui me portait beaucoup. C'est de me dire, en fait, elle a rien mangé, elle s'est nourrie de poubelle pendant la première année de sa vie. Et du coup, bah, vas-y, j'ai un peu les moyens en ce moment, j'ai de l'énergie, j'ai vraiment envie de lui proposer un truc super appétissant. Le fait est que le goût chez le chien, c'est pas vraiment le sens le plus développé, donc je suis pas persuadée que c'était la meilleure façon d'appréhender le truc. Mais c'était très chouette, j'ai commencé à me renseigner, donc je l'ai mis au barf assez rapidement. Donc je mettais beaucoup d'énergie là-dedans, j'avais racheté un congélateur, j'avais acheté des centaines de Tupperware, je
pense, au moins une grosse demi-journée par mois à préparer les rations, faire les courses pour elle, couper de la viande alors qu'à ce moment-là, j'en mangeais pas du tout. C'était c'était assez challengeant et Ouais. et du coup, j'ai fait aussi des grosses bêtises à ce moment-là parce que, je connaissais pas suffisamment la nutrition pour lui proposer une ration adaptée. Donc, probablement que sa ration était assez carencée au départ. J'ai fini par me renseigner suffisamment pour lui proposer quelque chose qui correspondait à ses besoins nutritionnels. Donc c'était assez chouette pendant un temps. Et puis, la vie fait que j'ai eu moins de temps, moins d'énergie à consacrer, à l'alimentation d'Opale et que je suis repassée sur des croquettes. Et en fait, c'était, une décision qui était assez culpabilisante pour moi, dans un premier temps parce que je me disais: «Mince quand même, tu pourrais faire l'effort et cetera, c'est mieux pour elle». Donc ça, c'est des choses que c'est des choses que je me faisais croire, en fait. Et au final, en fait, la croquette, en ce moment, c'est ce qui est le plus adapté à ma vie et qui fonctionne bien pour Opale et c'est OK. Voilà. Mais ouais, du coup, elle a fait un peu tous les types d'alimentation. Ouais, mais c'est hyper intéressant et c'était important pour moi que tu puisses en témoigner et bah, que je puisse en témoigner aussi parce qu'on est deux professionnels du monde canin et je pense que notre voix porte aussi là-dessus. Et vous savez, si vous êtes adepte du podcast, que moi je parle beaucoup de paix mentale aussi et de se fiche un peu la paix. Parfois avec certains sujets, en tout cas qui méritent peut-être un peu moins d'attention qu'il n'y paraît, enfin en tout cas pas moins d'attention, mais qui méritent qu'on soit déjà à l'aise avec ça. Et je trouve que toutes les deux on a fait la même démarche. Moi mes chiens sont repassés aux croquettes là il y a quelques semaines aussi. Et c'est vrai que je suis arrivée un peu au même constat que toi sur ce côté. En fait, préparer des rations, c'est cool, on est très content de les voir manger leur ration, mais à côté de ça, c'est un investissement en temps, en énergie, en argent qui est extrêmement conséquent et qui est loin d'être facile, évident et adapté à tout le monde en fait. Et adapté à tous les moments de la vie aussi, je crois. Donc, des fois, c'est important aussi de se dire, OK, il y a d'autres choses qui peuvent combler les mêmes besoins, qui sont formulés qui sont étudiés un peu plus largement que nous, notre petite recette là qu'on a, même si on se fait accompagner, etc. On en parlait avant d'enregistrer cet épisode, tu vois, entre les ingrédients que nos fines bouches ne veulent pas manger, alors que nous, Ouais. on s'est tué à la tâche pour les préparer, etc. etc. Bah, pour moi, c'était le cœur de bœuf, qui était quand même la pire épreuve pour moi de couper ça pour les mettre dans les rations. Et quand j'ai vu Siobhan bouder dessus, j'étais là, genre en mode OK, je ne sais plus faire là. Donc voilà, et je trouve que c'est quand même important de se lâcher la grappe en fait à un moment donné quand on trouve que c'est trop. Moi, c'est clairement ça qui s'est passé pour moi, c'était de me dire en fait là, ça me prend une énergie, une charge mentale et puis un investissement financier en fait, clairement, où là, j'ai plus les ressources quoi. Et c'est pas grave. Et c'est pas. Il y a d'autres choses qui peuvent combler, quoi. Ouais, carrément. Carrément. C'est vrai qu'on a tendance à se culpabiliser. En fait, il y a un peu les deux. Quand on parle du fait qu'on fait barfer un chien ou qu'on fait en tout cas la cuisine pour son chien, il y a ceux qui sont pas du tout sensibles à ça et qui sont en mode tu fais la cuisine pour ton chien, attends, t'as pas d'autre chose à faire. Et ceux qui sont dedans, qui sont en mode ah oui, c'est vraiment le mieux. Et du coup, si tu arrêtes de faire ça, et bah, tu te sens jugé, tu te juges toi-même. Et en fait, c'est OK. Moi, j'aime bien me rappeler que si nos chiens étaient livrés à eux-mêmes pour se nourrir, maintenant, dans notre société, ils mangeraient principalement des excréments humains, des restes de poubelle et probablement, peut-être, des fois, des rongeurs. Mais voilà, ils auraient certainement pas, en tout cas, un beau cœur de bœuf que ton chien refusait catégoriquement dans leur gamelle. Et on a, en fait, la chance maintenant de pouvoir trouver des aliments industriels qui font grave le taf, en fait. Et c'est OK de s'alléger parce qu'il y a déjà plein de choses à gérer dans la vie et que je pense qu'on peut se permettre de donner des croquettes à son chien et de mettre de l'énergie ailleurs, en fait, pour avoir une éducation bienveillante avec lui, pour prendre du temps. Enfin, moi, je sais que dans mes priorités, j'ai préféré ne pas prendre 4 heures pour préparer de la viande et découper des choses un peu flippantes pour finalement prendre ce temps-là pour aller promener ma chienne. C'est des moments que j'ai pu
utilisé pour faire d'autres choses avec elle qui, à mon avis, lui faisaient vachement plus plaisir que le maquereau qu'elle refusait catégoriquement de manger. Enfin, voilà, sachant qu'aussi on a tendance un peu à l'anthropomorphisme en se disant ouais, Ouais. c'est un peu rébarbatif, les croquettes, toujours le même goût, toujours. Et en fait, enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais le goût chez le chien, c'est vraiment pas du tout un des sens principaux. Et c'est plus finalement l'odorat qui est très développé. Mais finalement, le goût, c'est pas, enfin voilà, ils vont pas s'ennuyer vraiment en mangeant. Ils vont s'ennuyer quand on ne répond pas à leurs besoins en termes de comportement alimentaire, mais pas comme nous, on s'ennuierait à manger tous les jours, la même bouillie, quoi. Mmh Ça a mh. rien à voir. Mmh. Oui, c'est clair et peut-être qu'il y a un sujet dont on n'a pas trop, parlé, mais en tout cas, le choix de l'alimentation, est en lien avec le comportement et avec, l'état émotionnel du chien et ça, je trouve que c'est assez important d'en parler, parce que typiquement, un chien qui aura mal au ventre, forcément, il sera un peu plus irritable que s'il n'avait pas mal au ventre. Par exemple, est-ce que tu veux en parler un petit peu? J'imagine que c'est la question du comportement, elle vient quand même à un moment donné dans ton bilan là que tu peux faire, avec un chien? Ouais, carrément, parce que, enfin voilà, du coup, moi, je suis pas du tout spécialisée dans le comportement des chiens. Par contre, il y a voilà, des choses qui sont indispensables pour moi à connaître, en termes de comportement liés à l'alimentation notamment. Et en fait, le chien, après voilà, c'est ton domaine, donc corrige-moi, mais le chien, selon moi, n'est pas fait pour trouver aussi facilement sa nourriture que le service, à la carte, de la ration de croquettes le soir. Ouais, Et en fait, ils ont, à mon sens, normalement, une grande partie de leur, énergie qui est censée être employée à la recherche de nourriture, qui n'existe plus, pour la plupart des chiens à l'état domestique. Et je pense qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à, justement, enrichir cette activité de recherche alimentaire et en tout cas de rallonger ce temps de repas et voilà, d'en faire quelque chose où le chien doit un peu réfléchir. On va gagner en fatigue mentale, ce qui est hyper important et ce qui manque à beaucoup de chiens, de foyer. Donc ça, c'est vraiment un axe qui est très important pour moi parce que finalement, voilà, une fois qu'on a répondu aux besoins, nutritionnels du chien, il faut s'assurer qu'il puisse répondre à lui, ses besoins qui sont, d'ordre de mastication, voilà, de recherche, de se servir de son odorat, et en fait, ça n'existe pas dans le service, dans la gamelle. Et il y a des choses, moi, que je conseille très régulièrement aux gens qui sont toutes simples. Ça va être, par exemple, au lieu de servir des croquettes, sur la gamelle, si vous avez un jardin et bah, c'est, aller jeter la ration de croquettes, dans le jardin. Et en fait, le chien, au lieu de manger, en 6 secondes et demie, il va prendre un petit peu plus de temps pour aller s'alimenter. Ça va lui faire une activité. Il y a même des chiens que ça va suffire à fatiguer et donc en fait, ils vont avoir mangé leur ration et ils vont aller se poser après. Donc et ça reste, voilà, dans les trucs, budget zéro, énergie mmh. zéro. Enfin voilà, ça reste dans les trucs qui sont faciles à mettre en place et il y a pas besoin, forcément d'acheter des jeux d'intelligence hyper sophistiqués, d'acheter le dernier jouet à la mode, qui coûte la peau des fesses que votre chien, détruira dans les, 20 premières minutes de vie parce que vous avez oublié de le ranger direct après. Enfin voilà. C'est clair. Bah, d'ailleurs, je renverrai du coup au dernier épisode qui est sorti sur l'enrichissement de la vie du chien, sur lequel on avait pas mal parlé d'enrichissement alimentaire, mais effectivement, ça fait le lien et je trouve que c'est une belle manière de. En tout cas, il y a une belle complémentarité en fait en trouvant le moyen de en tout cas, en trouvant l'alimentation qui convient à notre chien et la manière dont il va la manger, Ouais. on va dire. Je trouve que voilà, on répond à un max de besoins de son chien là, juste au travers de l'alimentation. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de se poser la question de bien faire les choses. Et ça nécessite pas forcément d'en changer très souvent en fait, parce que l'idée c'est qu'une fois qu'on a trouvé ce qui fonctionne bien pour notre chien et qu'il tolère bien, en fait, hors problème qui pourrait apparaître ou gros changements dans sa santé, etc., en soi, ça roule après, quoi. Oui, et puis c'est même important. On a tendance, comme tu dis, à vouloir changer. C'est même assez important de ne pas le faire, en termes de Mm. nutrition parce qu'en fait, son microbiote, donc les micro-organismes de son système digestif, s'adaptent à, la nourriture qu'il reçoit. C'est-à-dire que enfin, on dit que c'est le les organes qui vont digérer. En réalité, c'est aussi en grande partie les petits, micro-organismes qui peuplent son système digestif
qui vont être chargés de la digestion. Et quand on change d'alimentation, ou même de goût de croquette, hein, ça peut aller jusque-là en termes de subtilité, et aussi bien il n'y aura plus les bons habitants dans le système digestif pour traiter les nouveaux nutriments et les nouvelles matières premières qui arrivent. Et du coup, l'idée, c'est vraiment, une fois qu'on a trouvé croquette à son pied, de plus en bouger, quoi. Et même si ça peut paraître un petit peu tristoun comme ça, en fait, enrichir la manière dont votre chien va manger ses croquettes, ça va l'égayer. Oui, ça aura et plus puis, de sens. finalement, je vous recommande pas spécialement goûter des croquettes, mais à mon sens, entre le goût saumon et le goût poulet, on n'y fait pas grande différence. C'est clair. Ok, est-ce qu'il y a d'autres sujets là dont on n'aurait pas parlé? Et ça me paraissait assez intéressant de rebondir un petit peu plus sur le marketing. Ouais. Notamment parce que je pensais à quelques... on a un peu abordé les pièges à éviter, mais il y en a un autre dont je voulais parler, c'est simplement le fait de prendre conscience qu'en termes de marketing, il n'y a aucun intérêt à écrire quelque chose de moins bien que ce qui est fait réellement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt pour le fabricant de croquettes d'écrire sur sa composition sous-produit d'origine animale, alors qu'il met du bon filet de poulet fermier, bio, élevé plein air, etc. Si les ingrédients et les indications sont précises et bien, ça sera indiqué. Donc, ça veut dire que... faut pas se monter la tête s'il y a écrit des ingrédients de moins bonne qualité comme sous-produits animaux, etc. C'est des sous-produits animaux. Ça sera jamais mieux. Parce que si c'était mieux, ils l'auraient écrit parce que ça n'a pas d'intérêt marketing pour eux de pas le mettre. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant à connaître pour pouvoir se repérer. Parce qu'il y a... au-delà de... Après, ça, c'est un sujet qui demande à être creusé, mais en tout cas, se rendre compte que il faut aussi penser à la place de ceux qui ont fabriqué la croquette et qui ont essayé de la vendre. Comment on touche le client. Et du coup, quand on se met à leur place, on comprend que ça peut être agréable pour certains d'avoir une photo de loup sur le paquet de croquettes parce qu'on a l'impression que c'est naturel et que ça peut être chouette aussi de voir qu'il y a 12 000 plantes de phytothérapie dans la composition, même si à mon sens elles sont un peu cramées par l'extrusion des croquettes. Mais du coup, pour moi, ça c'est bien de garder en lumière que c'est des manipulations marketing qui veulent pas, qui disent rien sur la qualité en fait. Ça veut pas dire que c'est bien, ça veut pas dire que c'est pas bien. Et il faut aller creuser derrière. Parce que un autre truc qui peut être bien à repérer, c'est tout ce qui est noté comme viande fraîche. Ça fait joli. Oui. On a envie qu'il y ait de la viande fraîche dans ces croquettes. Par contre, les pourcentages indiqués, il faut bien se rappeler qu'ils ont mis par exemple 30% de poulet frais. Mais une fois la cuisson faite, il faut se rappeler que les croquettes, c'est à peu près 10% d'humidité. Donc, en fait, une fois qu'on a enlevé l'eau de nos 30% de poulet frais, finalement, il ne reste plus grand-chose. Et qu'en fait, un truc qui nous paraît valorisant, comme la viande fraîche, nutritionnellement parlant, ce n'est pas spécialement mieux qu'un poulet déshydraté. Donc, il y a plein de petites subtilités comme ça où, en fait, ils essayent de parler aux consommateurs et ça marche pour la plupart des cas. Et en fait, des fois, on peut éviter quelques petits pièges comme ça en se renseignant un peu pour trouver quelque chose qui répond vraiment aux besoins du chien, qui ne coûte pas cher pour rien, Oui, et c'est là aussi que, que le sujet commence à être épineux, c'est quand on se rend compte qu'effectivement, il y a les subtilités de la complexité des besoins nutritionnels du chien sur lesquels tous les scientifiques ne sont pas d'accord, etc. etc. Ouais. On commence un petit peu à avancer, mais pour un néophyte qui vient d'avoir un chiot, ça n'a à peu près zéro sens. Ouais. Plus tous les enjeux marketing qui sont mis dessus. Enfin, on parle quand même d'alimentation industrielle, de très gros sous et de lobby qui sont derrière et qui gèrent tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important d'aller essayer de... En tout cas, à mon sens, et tu me contrediras pas, je pense, mais c'est pour ça que c'est quand même important de vraiment chercher à comprendre comment est-ce que ça fonctionne et de quoi notre chien a besoin pour pouvoir dealer avec tous ces enjeux-là. Parce que c'est vrai que si on s'en arrête juste à ce qui est écrit sur le paquet de croquettes, en fait, ça nous perd complètement et c'est pas forcément ça qui nous donnera une bonne solution, quoi. Donc, c'est ça. Donc, l'enjeu est grand quand même. Et oui, en fait, on peut pas s'arrêter à ce qu'on lit en premier abord. Et en fait, quand on enlève un peu tous les... faut s'imaginer, en fait, qu'ils essayent de toucher les gens émotionnellement. Donc, quand on essaie de se détacher de tout ça, en fait, on voit les vrais trucs qui restent.
et qui donne des vraies indications sur ce qu'il y a dans le paquet. Et encore que il s'arrange pour que ce soit toujours un petit peu flou, quoi. En fait, les bases nutritionnelles, elles sont quand même là. Suffit de composer autour de ça, suffit, ça a l'air facile comme ça. Composer autour des bases nutritionnelles, esquiver un peu les enjeux marketing, avoir une lecture fiable, en fait, plutôt. Parce qu'une fois qu'on a une lecture fiable, on peut faire un choix éclairé. Oui. Il y avait un autre sujet qui aurait pu être intéressant d'aborder, mais je ne sais pas trop si c'est le sujet ou pas. Récemment, il y a un article qui est sorti, en tout cas, sur l'impact environnemental. Je crois que c'est le GIEC qui en a parlé, de l'impact environnemental des animaux de compagnie, en pointant du doigt notamment les types d'alimentation. Et là, pour le coup, le GIEC mettait en avant le fait que le BARF, c'est consommer de la viande. Et donc, du coup, forcément, c'était un petit peu contraire à la tendance actuelle. Je ne sais pas si c'est un sujet dont on peut parler, carrément. Si toi, ça a joué aussi dans ton choix. En tout cas, moi, je sais que ça a un petit peu joué, j'avoue. Tu as des choses à nous dire là-dessus ? Oui, effectivement. En fait, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des facteurs liés au chien et à son humain, mais le facteur environnemental et écologique, il est important pour certains et il est assez important en général, je pense. À la base, le fait d'avoir un carnivore domestique, c'est forcément quelque chose qui n'est pas écologique parce que sa base, ça va être d'être alimenté par de la protéine d'origine animale. Et ça, moi, je ne suis pas vraiment pour changer cette base-là, dans le sens où on trouve aujourd'hui des croquettes. Il y a même des croquettes véganes, mais les croquettes avec les protéines d'insectes, etc. Honnêtement, je saurais pas. J'ai pas assez de recul sur ce genre de produit pour voir si ça peut vraiment remplacer une croquette à base de viande. Mais en tout cas, le choix d'adopter un carnivore domestique, c'est un choix qui n'est pas écologique. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui... il faut rester centré avec ça. Il faut l'avoir en tête. Et en fait, je préfère... souvent, les gens qui ont ces questionnements-là me disent « Ouais, les croquettes véganes, etc. » Et je me dis, pour moi, non. Si tu ne voulais pas donner de viande à ton animal, ça aurait été peut-être plus pertinent d'adopter un animal qui ne mange pas de viande. Maintenant, sur cette base-là, on peut aussi avoir de la nuance dans le sens où, en termes de nutrition, le chien adulte, il n'y a pas de maximum de protéines. C'est-à-dire qu'on pourrait donner autant de protéines qu'on veut sans que ce soit problématique pour sa santé. Par contre, il y a un minimum. On peut se dire que, pour des raisons écologiques, on va rester au niveau du minimum recommandé en termes d'apport de protéines. Et ça peut avoir du sens, en fait. Et c'est entendable de se dire, là, je réponds à ses besoins nutritionnels, je n'en donne pas plus que son besoin tel qu'il est, en prenant en considération, effectivement, la qualité des protéines, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Et du coup, c'est OK de prendre des calories dans d'autres sources d'aliments que de la viande. Et ça peut même avoir un intérêt écologique et une pertinence même... ce qui est écologique en nutrition canine est aussi souvent économique. C'est-à-dire que c'est un axe de pensée qui est valide pour moi de pouvoir se dire on répond aux besoins nutritionnels du chien. Par contre, ça, pour moi, c'est très important. Et après, on essaye de composer avec ça pour rester dans quelque chose d'assez cohérent. Sachant que, le BARF, je n'ai pas vraiment détaillé, mais selon moi, il y a plein de façons de mener un BARF. On peut se permettre aussi dans du BARF d'incorporer des ingrédients en quantité différente que ce qu'on fait d'habitude pour, diluer un petit peu la viande. Et c'est OK. Et ça permettra quand même, voire parfois même mieux, de répondre aux besoins nutritionnels du chien. Oui, donc une fois de plus, tout est dans la nuance. Oui. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner, ne restez pas seul face à toutes ces questions. Je crois que c'est un peu le seul conseil qu'on pourrait donner, surtout sur des sujets aussi épineux, aussi à enjeu que ça, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas d'un one-shot, il s'agit d'un truc qu'on va donner tous les jours à notre chien, c'est ça. Dont sa santé va dépendre et dont, qui va vachement quand même influencer notre rythme de vie avec lui, le budget qu'on lui alloue, etc. Mais bien qu'on sûr. lui consacre. Donc voilà. Donc, je pense que s'il y avait une chose à garder de cet épisode, parce que les adeptes du podcast sauront aussi que j'ai travaillé avec une marque de BARF, que mes chiens étaient nourris au BARF, etc. et que c'est pas du tout un mea culpa. Je pense que c'est vraiment un cheminement aussi personnel là qu'on partage ici toutes les deux, là, qui est un peu sur lequel on est assez raccord et qu'on a suivi sans s'en parler, je note. En tout cas, l'idée générale, c'était plutôt de vous inviter à réfléchir à
à ce que vous donnez, pourquoi est-ce que vous le faites. Et si vous en ressentez le besoin, en tout cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner là-dessus. Pour finir sur cet épisode, avant de passer à la partie conclusion, est-ce que tu veux reparler un petit peu de ta formation que tu as mis en place? Ça y est, elle est elle est en sortie? ligne, ça y est. Et Ok. oui, je pense que c'est vraiment une formation qui est adaptée aux gens qui ont envie de comprendre. Dans le sens où je pense que c'est assez pertinent de se faire accompagner dans tous les cas au niveau de l'alimentation de son chien. Après, c'est aussi valide de juste se faire conseiller et d'avoir la réponse, la réponse finale. Et pour ceux qui ont envie de comprendre, en fait, ça permet d'apporter des billes, d'être autonome et de pouvoir faire un choix qui est éclairé et qui est personnel. Dans le sens où j'ai essayé de ne pas transmettre une façon de faire, une méthode, mais vraiment des bases sur lesquelles on peut réfléchir. Et en fait, les questionnements deviennent valides. C'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver dans ma formation des informations comme il faut absolument des céréales, il faut absolument pas de céréales, il faut absolument ci, absolument pas ça. C'est plus les besoins nutritionnels du chien, c'est ça. Les besoins comportementaux du chien, c'est ça. Maintenant, il y a ça qui se fait. Ça, c'est assez bien toléré. Ça, c'est pas trop toléré. Et en fait, ça va vous permettre, à mon sens, de faire un choix qui est personnel pour vous et votre chien. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir s'adapter à votre fonctionnement, à vos envies, vos croyances peut-être par rapport... je sais que moi, la première, par exemple, j'ai appris l'intérêt dans l'alimentation du chien des céréales, par exemple. Pour autant, je ne veux pas utiliser toutes les céréales. Donc, il y a des choses qui sont choisies par rapport à moi, mes croyances, mes envies pour mon chien, etc. Et c'est OK, en fait. Les façons de faire sont valides. C'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre, c'est qu'il n'y a pas un des sons de cloche qui sonne plus juste que les autres. C'est juste très personnel et en fait, des choses qui paraissent nickel sur le papier, en fait, votre chien ne le digérera jamais et vous ne saurez pas pourquoi. Et des trucs... on entend souvent des gens qui sont là à dire « Oui, mais moi, mon chien, il a mangé du telle marque hyper bas de gamme toute sa vie et il est mort, il avait 20 ans. » Enfin, des trucs complètement... voilà. Bien sûr. Et des chiens nourris au barf ou aux meilleures c'est croquettes. ça, et qui ont problème de santé sur problème de santé. Exactement. Voilà. Et en fait, il y a pas de loi et faut trouver un truc qui colle pour les deux, quoi. Carrément. Et du coup, si la formation vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus loin et de vous renseigner, on a mis en place un code promo qui est applicable sur la formation. Donc, c'est une formation en ligne sur lequel, en ce moment, il y a déjà une réduction de 20%. Et le code promo, ça donne une réduction supplémentaire en ce moment de 10%. Et ça serait du coup la niche tout attachée. Et donc voilà, ça vous permet d'avoir un prix préférentiel sur la formation pour tous ceux qui ont envie d'en apprendre plus et de pousser ce sujet de la nutrition canine pour pouvoir faire des choix éclairés pour l'alimentation de leur chien. Trop cool. Merci beaucoup pour ce petit geste. J'espère avec plaisir. Ça donnera envie à un maximum de monde de s'intéresser à la question. Trop cool. Trop chouette. Merci beaucoup. Avec plaisir. Du coup, pour passer à la question signature de ce podcast, pour toi, qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir un chien et qu'est-ce qui t'apporte au quotidien ? Ça a changé beaucoup de choses à ma vie d'avoir un chien. Ça m'apporte beaucoup d'énergie au quotidien. Je pense que c'est surtout... c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que ça m'apporte l'énergie et l'envie de bouger plus que ce que je l'aurais fait si j'en avais pas. Et ça, c'est très chouette pour moi. Ça m'apporte beaucoup de réconfort parce que, en fait, depuis que Opal est dans ma vie, j'ai la chance d'avoir un rythme de travail qui me permet de passer le plus clair de mes journées avec elle. Et c'est vraiment ma compagne de vie. Je passe toutes mes journées et toute ma vie avec elle. C'est assez rare que je sois pas avec elle. D'ailleurs, c'est très bizarre pour moi quand je la laisse à garder le peu de fois où ça arrive. Je suis un peu en train de chercher mon ombre, quoi. Et c'est un peu un élan d'énergie et de vie au quotidien, je dirais. Trop chouette. Est-ce qu'il y a des ressources du coup que tu aimerais partager en plus de la formation à nos visiteurs sur le sujet de la nutrition ? Alors, il y a un super livre qui m'a beaucoup appris sur le BARF, qui est le BARF selon la science de Justine Rivière, qui est assez connu. Et donc, c'est encore une fois une approche nutritionnelle et scientifique du BARF.
qui donne des belles clés et qui permet d'avoir ce regard et naturel et sur vraiment la nutrition. En termes de livres, j'en ai pas lu beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de formations. Du coup, je sais que les personnes chez qui je me suis formée ont également des podcasts. Donc, notamment, on en parlait tout à l'heure, le podcast de Charlotte Deveau, qui est très chouette. Il y en a d'autres qui ont écrit également des livres. Ouais, je pense que c'est principalement ceux-là qui me viennent pour la nutrition canine. Après, il y a une grosse base de données qui est pas très, très digeste, mais qui est le guide de la FEDIAF qu'on peut retrouver en ligne. C'est les bases de nutrition canine qui sont appliquées pour la pet food, en fait. Et ça donne plein d'indications. C'est vraiment pas très digeste, mais c'est très riche. Ok, trop cool. Merci beaucoup pour ces recommandations. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail ? Du coup, je suis présente sur Instagram et Facebook. Mon compte s'appelle Régénérescence, donc comme régénérer et une essence comme une huile essentielle. Sinon, j'ai un site internet qui est Régénérescence Naturopathie Animale. Et donc, c'est principalement là où vous pouvez me retrouver. J'essaye d'être assez active sur les réseaux, disons de plus en plus. C'est pas ma grande tasse de thé, mais je fais de mon mieux. Courage. Et puis, sur mon site, vous avez un peu toutes les informations. Vous retrouvez les formations, sachant que c'est quelque chose que je suis en train de développer. Il va y avoir d'autres modules de formation pour les chiens, les chats et également pour les chevaux. Et puis, voilà. Trop cool. Trop bien. Et est-ce que tes services sont accessibles en ligne, les services individuels, j'ai envie de dire ? Vous pouvez les retrouver en ligne, oui. Après, c'est quelque chose... moi, j'aime bien quand même... je suis pas trop du genre à faire des grands formulaires, etc. J'aime bien quand même ce contact. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites en visio assez facilement, notamment en termes de nutrition, ça peut être assez adapté. Vous retrouvez toutes les informations. Après, il suffit de prendre contact. Il y a que moi dans mon entreprise et du coup, je suis assez réactive. Mon numéro de téléphone est sur mon site. C'est plutôt du face-to-face, quoi. Ok, ça marche. Trop cool. Un grand merci, Leïla. C'était super intéressant. J'ai adoré cet épisode. Je pense qu'on aurait pu en discuter encore pendant super longtemps. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était vraiment trop chouette. J'ai trop hâte de découvrir la formation. J'ai trop hâte et j'en reparlerai sur les réseaux parce que je pense qu'elle est d'une grande utilité pour tout propriétaire de chien. Trop bien. Donc, un grand merci d'avoir mis ça en place, d'y avoir pensé, de l'avoir fait, d'être allé au bout et d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci à toi. Salut. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Leïla et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @regener.essence et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!